C'est tout. 27.01.2026, 4e année, jour 338 depuis le début de l'invasion. Bienvenue à tous. Pour le rapport de situation quotidien, nous allons aujourd'hui examiner des déclarations très douteuses des généraux russes. Nous découvrirons aussi le projet actuel du ministère russe de la Défense, les frappes aériennes contre l'Ukraine et bien d'autres sujets. Les Russes, ou bien le chef d'état-major russe, Gerasimov, déjà connu notamment pour ses différends avec Prigojine. Et celui-ci explique ici, lors d'une conférence publique, que l'armée russe aurait conquis une banlieue de Kupiansk. Voyons cela sur la carte. Kupiansk est ici. Les Russes avaient été repoussés il y a quelques semaines. Zelensky s'est fait photographier près de l'épingle bleue pour prouver qu'il peut, en tant que président, s'approcher d'une ville dite occupée sans risque. Comme je l'ai dit, les Russes ont été repoussés ici, à peu près à ce niveau. Actuellement, il y a à nouveau des combats quelque part ici. On ne sait pas encore clairement si les Russes ont avancé à l'est de Kupiansk ou s'il s'agit d'unités dispersées. Cela a montré que les déclarations russes sur les gains ne sont pas toujours exactes, ce que nous savons depuis le début de la guerre. Mais ceci est vraiment un excellent exemple extrême, car il ne s'agit pas d'une rangée d'arbres ou d'un petit village, mais d'une petite ville. Et c'est à peu près comme ça que la situation se présente à Kupiansk. Ici, en haut, à Sinkivka, c'est un peu plus imprécis. Comme je l'ai dit, il y a ici une grande zone grise. Aucune géolocalisation ici depuis longtemps, et aucune partie ne peut vraiment prouver sa suprématie dans cette zone. Mais la localité que les Russes auraient soi-disant conquise se trouve ici. Cela serait à environ 11 km de ma carte du front. C'est donc à nouveau extrêmement douteux. D'autres fournisseurs examinent également différentes cartes de situation, sur pratiquement toutes les cartes, sauf celle-ci. D'après 2 blogueurs russes, qui dessinent à peu près tout ce qu'ils entendent au pied de la lettre sans le vérifier, la carte devrait ressembler à peu près à cela. J'ai tracé la géolocalisation des 2 derniers jours. Nous voyons ici par exemple un drone russe qui attaque des forces ukrainiennes au nord de Peshané. En bas, on observe une attaque aérienne de la Lufthansa avec une bombe au sud de la localité prétendument conquise, visant aussi des positions ukrainiennes. Nous voyons ici une attaque de drone qui a eu lieu aujourd'hui, donc à cet endroit. Et il y a aussi une autre attaque de drone ici, également contre des soldats ukrainiens, à ce point précis. Nous voyons donc clairement que les Ukrainiens sont là où sont les épingles rouges. Sinon, les Russes n'attaqueraient pas cette position. S'ils avaient en tout conquis, ils n'attaqueraient pas leur propre position. C'est ironique car hier, nous avons vu que les Russes ont souvent bombardé leur propre ville, Belgorod. Mais ici, le scénario est tout autre. Des drones ne larguent pas de grenades au hasard ou suite à un problème technique. On peut donc supposer que des soldats ukrainiens étaient présents lors de l'attaque russe. Ce que nous voyons aussi, c'est un repérage du drapeau russe d'hier. Ici, un drone filme le drapeau russe. Je l'ai entouré très discrètement. Je sais qu'un analyste de l'espace germanophone fait encore plus de cercles que moi. C'est une prise de vue russe censée prouver leur présence en filmant leur drapeau. Son arrivée ici est discutable. Elle a peut-être été larguée par un drone, ce qui est fréquent. Il est aussi possible qu'un soldat russe isolé ait réussi d'une manière ou d'une autre à placer ce drapeau en parvenant à contourner assez habilement les lignes ukrainiennes. Ou il se peut aussi que les Russes aient pu avancer jusque-là avec un groupe ou une section. Je trouve cela très irréaliste, surtout vu les nombreuses attaques aujourd'hui contre des positions ukrainiennes. Sur une vaste zone, la variante la plus probable est qu'elle a été larguée ici par un drone, probablement celui qui a filmé la Spahn. Ils revendiquent pas le gain de territoire pour eux-mêmes, où quelques soldats ont avancé jusque-là. Mais nous ne le voyons pas. Quoi qu'il en soit, toutes les géolocalisations des Russes à partir de cet endroit n'ont aucune importance ici. J'ai passé toute la journée à parcourir des chaînes russes après cette annonce, mais il n'y a rien. La seule chose qui s'en rapproche, c'est ce drapeau isolé qui se trouve ici, et qui bien sûr contredit toutes les attaques contre les positions ukrainiennes dans les environs. Dans les jours à venir, on verra que c'est encore une fausse information. Des soldats russes se rendent pour la première fois, documentés, face à un véhicule terrestre sans pilote, aussi appelé drone terrestre.
La vidéo montre la scène vue par l'opérateur de drone. Le drone tombe sur 3 soldats russes. J'ai dû en censurer un car sa tenue était couverte de sang. Et YouTube n'aime pas ça, et l'algorithme me pénalise déjà énormément depuis 2 mois. Mais comme toujours, vous pouvez voir la version non censurée sur Telegram. Les Russes abandonnent leur position et se couchent devant le drone. Donc, ils ne se rendent pas à l'infanterie, mais à une plateforme de combat télécommandée. C'est la première fois qu'un tel cas est documenté, ce qui est historique. Comme souvent, vous le découvrez ici en premier. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est pas déjà fait. La vidéo vient de la 3e brigade d'assaut de la région de Liman. Ils utilisent actuellement les véhicules terrestres sans pilote très fréquemment et intensivement, et ils sont également devenus connus pour avoir pu tenir et défendre un carrefour au nord de Pokrovsk pendant plusieurs semaines, il y a quelques mois, grâce à l'aide d'un véhicule terrestre sans pilote. Nous voyons donc ici un autre changement dans la guerre en Ukraine, qui aura certainement une grande influence sur les conflits et guerres à venir. Le ministère russe de la Défense a commencé à recruter spécifiquement des étudiants dans tout le pays pour les forces sans pilote. Ils promeuvent ouvertement un contrat soi-disant d'1 an, résiliable à tout moment. Pourquoi est-ce que je dis prétendument ? Eh bien, vous avez raison. Le contrat peut être résilié à tout moment, mais uniquement par le ministère de la Défense lui-même. Depuis 2 ans, les contrats avec le ministère russe de la Défense, même à durée déterminée, peuvent désormais être prolongés à tout moment par le ministère, sans consentement. Donc, tant que le décret de mobilisation de Poutine est en vigueur, on reste toujours lié au ministère de la Défense pour une durée indéterminée. Peu importe si on a signé pour 6, 8, 12, 24 mois ou n'importe quelle autre durée. Les médias russes annoncent que le recrutement pour les drones et unités sans pilote a débuté mi-janvier. Aux étudiants, on promet que la mission ne signifie qu'une interruption temporaire de leurs études. En réalité, il s'agit cependant d'un contrat tout à fait classique avec l'armée, sans garantie de libération. Après 1 an à l'université technique de Briansk, les étudiants ont été informés d'un contrat d'1 an et ont dû confirmer l'avoir appris, au cas où personne ne reviendrait. Des cas similaires sont déjà survenus à la Haute École d'économie. La direction de l'université a reconnu que les étudiants avaient signé des contrats réguliers avec le ministère de la Défense. Ils peuvent aussi être envoyés au front ou dans des unités d'assaut. Vous devinez sûrement qui en décide, probablement pas les étudiants. La Russie cherche de plus en plus à pallier le manque de personnel en visant les jeunes populations inexpérimentées. En parallèle, on emploie des promesses minimisantes sans garantie juridique, contredisant les conditions réelles d'engagement en temps de guerre. Et la Russie le fait aussi très bien, du point de vue russe, c'est bien sûr tout à fait nécessaire. Pour éviter de prendre du retard dans la guerre des drones, il faut de nouveaux pilotes. Ce métier attire particulièrement les étudiants. Réfléchissez un instant à leur situation, mettez-vous dans la tête d'un étudiant russe. La plupart des Russes recrutés qui se sont portés volontaires l'ont fait en raison de primes élevées et d'une solde promise supérieure à ce que l'on gagnerait, par exemple, comme soudeur, serrurier, agriculteur ou fondeur. Ils acceptent de risquer leur vie pour toucher en quelques mois leur salaire annuel ou, en cas de décès, leur famille reçoit l'argent. Une indemnité qui permettrait même d'acheter un appartement ou 2. Un étudiant peut être instruit à qui des métiers mieux rémunérés pourraient en s'offrir, quelle que soit la conjoncture économique, n'acceptera pas ce risque de la même manière. Pourquoi devrait-on encore perdre des années dans une autre école pour ensuite encore passer plusieurs années à étudier ? Pour subir le même sort que quelqu'un qui ne l'a pas fait, ceux-là choisissent, s'ils le font, les postes dans l'armée qui sont sûrs. Un pilote de drone opérant à 40 ou 60 km du front depuis une tranchée sécurisée court généralement moins de risques qu'une personne peu protégée et mal armée attaquant une position ukrainienne fortifiée à découvert. Ceci facilite évidemment la tâche du ministère de la Défense pour cibler ce groupe de population ainsi. Passons à un sujet similaire. En Russie, la formation au drone est déjà une matière principale dans de nombreux collèges, comme l'instruction aux armes. Il existe en effet certaines écoles spécialisées où cela a désormais été intégré. Mais c'est aussi juste du côté russe. La guerre n'est pas terminée et demande soldats et pilotes.
La Russie forme déjà une génération passionnée de drones qui continuera à les développer ou saura très tôt les utiliser. Je pense qu'on devrait faire pareil dans d'autres pays, surtout en Occident, car nous sommes encore en retard et manquons de prévoyance. Pendant ma licence à l'université, j'ai suivi un cours où on a essayé ce type de choses. Une équipe d'une filière technique devait concevoir et construire un drone, et nous, d'une filière informatique, devions écrire le programme correspondant pour celui-ci. Notre drone devait se rendre à des coordonnées données, puis larguer une bouteille d'eau à ces coordonnées une fois qu'il les avait atteintes. Voyez-vous le parallèle avec la guerre, mais nous n'avions qu'un groupe de 20 personnes au maximum, et cela n'avait lieu qu'une fois par an. Imaginez les connaissances côté russe, avec des cours intensifs pour des promotions entières, alors que chez nous ce n'était qu'un projet optionnel. Réfléchissez-y. Car les drones nous accompagneront très certainement aussi dans les prochaines guerres. Et si jamais nous devions nous retrouver dans une telle situation, même si ce serait bien sûr le pire des scénarios, cela nous prendrait extrêmement au dépourvu, surtout au sein de notre propre population. La Russie a encore attaqué Odessa cette nuit. Une église et une maternelle du centre-ville ont été endommagées. Selon les premières informations, au moins 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées. Dans un autre quartier de la ville, un immeuble résidentiel a été partiellement détruit. Les secouristes supposent que des habitants se trouvent encore sous les décombres. La situation sur place reste confuse. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Merci aux abonnés, membres, à l'équipe Albu et tout spécialement au lieutenant-colonel Reineke, Robert Stiller, Dietrich Bredy et Mayr Hofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.